Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour ce nouveau webinaire que j'animerai tout seul depuis qu'on a lancé des webinaires Tirefest en live sur LinkedIn. C'est le premier que j'anime tout seul, donc lourd de responsabilité. Et puis, comme j'avais un peu peur de l'exercice tout seul, je suis très content de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. Et ben, j'ai décidé de faire un format flash, comme ça je ne prenais pas trop de risques. Je rigole, hein. L'idée c'est vraiment d'essayer de se dire c'est les vacances pour certains, bientôt les vacances pour d'autres, l'été pour tout le monde. Je pense que les journées au bureau sont un peu longues là quand on voit les vacances arriver, donc je voulais essayer de faire quelque chose qui soit assez efficace et assez impactant. J'ai été un peu ambitieux sur le 15 minutes, ça prendra peut-être un tout petit peu plus longtemps, mais je vais essayer d'être le plus rapide possible. Et pour donner un peu de contexte sur le cadre de cette petite intervention, l'idée c'est de vraiment se focaliser sur la partie stratégique. Je ne rentrerai pas trop dans le détail opérationnel de création des campagnes. J'espère que pour ceux qui sont là aujourd'hui, ce sera pas trop dommage pour vous. Mais l'idée derrière ça, c'est plutôt de vous faire comprendre un peu nous comment on conçoit les campagnes, comment on conçoit les stratégies d'achat média d'une manière un petit peu particulière de le faire. Je reviendrai dessus juste après. Et surtout parce que des vidéos sur la partie très opérationnelle, paramétrage, etc., il y en a déjà plein sur YouTube. Donc je trouvais plus intéressant de prendre un peu de hauteur et de vous expliquer la thèse, entre guillemets, qu'on a construite chez Tirefest sur la place que doit prendre l'achat média dans une stratégie social média globale et vous donner un peu d'éléments là-dessus. Donc sans plus attendre, pour ne pas vous faire perdre de temps, je vais me lancer. Cette slide, pour ceux qui ont assisté aux précédentes éditions, vous la connaissez. Hein. Vous pouvez vous poser vos questions dans le chat. Le support de présentation, c'est très simple, il suffit de laisser votre mail. Dans le chat, on vous envoie le lien vers la landing où on a et le replay du webinar et le support de présentation. Il y a un peu de texte sur celui d'aujourd'hui, je peux être coupable. Par défaut, j'ai plutôt tendance à écrire qu'à faire des petits schémas, des petits graphiques, donc ça peut être intéressant de récupérer le support à l'issue de la présentation. S'il y a un problème, vous me le dites en commentaire et on essaye de le régler en live. Un rapide aperçu du menu du jour, entre guillemets. On va vraiment se focaliser sur la première partie aujourd'hui qui va être en fonction des enjeux stratégiques de la marque, quels objectifs de campagne privilégier. De ces objectifs de campagne, ou en tout cas du travail qu'on va faire sur comprendre vraiment les enjeux stratégiques de la marque, quelle mécanique de campagne on peut mettre en place, les bonnes pratiques qui en découlent et qu'on utilise chez nous pour atteindre nos objectifs. Évidemment, on parlera des formats qui marchent le mieux en fonction des mécaniques de campagne, des objectifs de campagne, et en tout cas de ce que nous, on peut observer à notre niveau aujourd'hui. Et puis un petit focus sur les indicateurs de performance à suivre, qui est quelque chose qui me paraît important parce que c'est quelque chose d'un peu plus technique que quand c'est pas l'expertise première quand c'est pas votre expertise première, on peut vite se perdre un petit peu dans toutes les infos qui nous sont remontées sur les plateformes. Et je trouvais intéressant de vous faire un petit état des lieux de ce que nous on suit au quotidien chez Tirefest pour essayer de ne pas se noyer dans les datas disponibles. Et évidemment, à chaque fois que c'est possible, j'essaie d'illustrer avec des exemples concrets de ce qu'on peut faire pour un certain nombre de nos clients. Je passe rapidement là-dessus. Si vous avez déjà assisté au précédent webinaire, vous me connaissez. Si ce n'est pas le cas, je me présente rapidement. Donc, moi, je suis Thomas, je suis directeur général de Tirefest et je supervise au quotidien la partie ads aussi. Je suis épaulé pour ça, sur la gestion de ce département-là par Anaël. Vous verrez Anaël juste après dans la présentation. Tirefest, c'est une agence qui existe depuis bientôt 3 ans. 26 collaborateurs, on a de nouvelles recrues qui sont arrivées il n'y a pas très longtemps, et si vous nous regardez, j'en profite pour vous dire que je suis très content de vous avoir parmi nous. Plus d'une quarantaine de clients récurrents, pas loin de 600 contenus par mois et plus de 10 millions de personnes touchées chaque mois sur les réseaux sociaux, donc on essaie de se baser là-dessus quand on fait un petit peu ces présentations sur les datas qu'on a aujourd'hui à valoriser. Notre équipe, une belle brochette de winners qu'on a beaucoup de chance d'avoir avec nous, et puis en particulier Anaël qui m'a aidé dans la conception du support de présentation que je vais utiliser aujourd'hui dans le cadre du webinaire. Donc Anaël, si tu me regardes, merci beaucoup et merci surtout de gérer avec brio les campagnes de nos clients au quotidien. Je suis très content de ton travail. Donc la première partie, les sociétés au service des enjeux stratégiques. Pareil, l'idée c'est de monter un cran au-dessus et plutôt que de parler des différentes plateformes, des spécificités des plateformes,
les unes par rapport aux autres, c'est vraiment de se concentrer sur la place que la publicité prend dans la stratégie des marques. Je commence en prenant un petit moment pour adresser quelque chose qui me paraît important. La publicité, c'est pas une baguette magique, c'est un outil comme un autre, c'est adapté dans certaines situations, c'est pas pertinent dans d'autres. C'est des choses qu'on évoque assez régulièrement dans le cadre de la création de contenu qu'on peut faire sur cette page LinkedIn. Dans toutes nos prises de parole, le truc sur lequel on essaie d'être vigilant, c'est d'être très très au clair sur les objectifs à atteindre avant de se lancer dans la conception d'une stratégie réseaux sociaux de manière générale, mais c'est aussi vrai dans les réflexions qu'on peut avoir sur la place que la publicité doit prendre dans cette stratégie globale. La petite particularité qu'on a chez Tierfest, c'est qu'on conçoit des stratégies qui sont d'achat média, qui sont complémentaires au travail effectué par notre pôle community management. Comme on est une agence qui a vocation à accompagner ses clients sur toutes les dimensions du déploiement d'une stratégie communication marketing sur les réseaux sociaux, ce qui est important pour nous, c'est que tout le monde travaille en bonne intelligence et que ce qu'on met en place d'un côté soit complémentaire de ce qui est mis en place de l'autre. Le pôle traffic management opère très rarement de manière isolée, sauf sur des campagnes d'activation ponctuelles, mais sinon l'idée c'est vraiment de faire en sorte que la publicité vienne être mise au service, ou en tout cas compléter ce qui est mis en place par les équipes CM et création de contenu dans l'animation des différentes pages au quotidien. Ce qui est peut-être un petit peu, du coup, ce que je veux vous dire est peut-être un petit peu différent de ce que certaines agences d'achat média pourront vous dire, parce que nous, on ne fait pas d'achat média de manière isolée ou alors de manière assez ponctuelle. Donc ça, vous allez voir, ça influence quand même pas mal le framework que j'utilise moi, en tout cas dans la réflexion au niveau de la stratégie à mettre en place en termes de publicité. Pour rappel, nos clients, majoritairement des marques B2C dans le secteur de l'agroalimentaire, qui sont pour beaucoup commercialisés en grande distribution. Il y en a certaines qui ont des enjeux d'acquisition et de commercialisation en direct consumer avec des sites e-commerce, mais ce n'est pas la majorité des marques avec lesquelles on travaille. Puis on a aussi quelques exceptions qui sont des marques B2B à destination des professionnels de la restauration. On en a de plus en plus dans le portefeuille de marques chez Tierfest. Mais donc, c'est des enjeux un petit peu différents. Donc, c'est intéressant aussi de voir comment on adresse le B2C, le B2B, dans un secteur qu'aujourd'hui on connaît plutôt bien, qui est celui de l'agroalimentaire français, et donc qui va nous permettre d'essayer d'être assez pertinent dans ce qu'on va pouvoir se raconter aujourd'hui. Les enjeux stratégiques qu'on voit revenir le plus souvent, il y a évidemment un travail autour de la notoriété de marque, il y a tout ce qui va pouvoir être mis en place en termes de croissance de communauté. Intéressant de se poser la question de savoir comment la publicité peut aider là-dessus aussi. Et puis pour certains clients, comme je le disais, on a des enjeux de génération de leads, par exemple pour les marques B2B, mais aussi pour certaines marques d'acquisition sur le site e-commerce. Donc, du coup, comment on fait pour avancer ces sujets-là aussi grâce à la publicité? Les objectifs de campagne, du coup, qui découlent de ces enjeux stratégiques qui nous sont posés par les marques avec lesquelles on travaille. Il va y avoir tout ce qu'on va pouvoir faire en termes de notoriété. Donc, on parlera juste après des formats qui nous recommandent et de la manière qu'on a de travailler la notoriété de marque avec la publicité chez Tierfest. Il va y avoir évidemment tout le travail autour de l'interaction, de l'engagement qui est mis au service des objectifs de croissance de communauté des marques. Et puis, tout ce qui va être évidemment campagne de conversion, et là-dessus, on reviendra en détail un petit peu sur ce qu'on a pu mettre en place jusqu'ici. Dans la réflexion qu'on a autour de quels objectifs, quelles mécaniques de campagne pour servir les enjeux stratégiques des marques auxquels on va être confronté, il y a une notion qui est importante, c'est la contrainte de budget disponible. Si on a des contraintes de budget, on ne pourra pas tout traiter. Donc, c'est vraiment important d'être très au clair sur de quel budget est-ce qu'on dispose pour l'achat média. Et ça va nous aider aussi parfois à hiérarchiser les enjeux stratégiques et donc les objectifs de campagne à privilégier. Dans un monde idéal, les marques aimeraient évidemment travailler aussi bien la notoriété que la croissance de communauté que l'acquisition de leads, mais ce n'est pas toujours possible. Un point à garder en tête aujourd'hui, c'est que je vous ai rangé un petit peu les objectifs de campagne par ordre de prix décroissant. Souvent, travailler la notoriété coûte moins cher que travailler sur les interactions et notoriété, interaction ou engagement coûte moins cher que tout ce qui va être trafic et conversion. Pourquoi la manière la plus simple d'expliquer pourquoi on paye plus cher de la trafic et de la conversion qu'on ne paye de la notoriété, c'est parce que d'une manière générale, plus vous essaierez de faire sortir les gens de la plateforme, plus la plateforme vous le fera payer. Une personne qui n'est plus sur Instagram ne peut plus voir de publicité. Donc, quelque part, quand vous utilisez la publicité sur une plateforme pour faire sortir les utilisateurs et les emmener sur votre écosystème, que ce soit votre site internet, votre page de destination ou autre, quelque part, vous ne jouez pas le jeu de la plateforme. Donc, ils auront tendance à vous faire payer un tout petit peu plus cher. Et puis, il y a aussi le fait que
interagir avec un contenu, c'est plus engageant que d'y être exposé. Cliquer sur un lien ou aller jusqu'au bout d'un processus de conversion, c'est aussi plus engageant que d'interagir avec une vidéo. Donc en fait, plus on va aller en aval, on va dire, entre guillemets, du tunnel de conversion, et plus les actions qu'on voudra faire entreprendre à l'utilisateur seront importantes ou en tout cas engageantes, plus ça va nous coûter cher, ce qui est assez logique. J'en profite pour introduire un premier point qui me paraît, moi, très important, qui est faites attention aux vanity metrics. Faire plein d'impressions, c'est bien. Avoir les bons résultats par rapport à vos enjeux stratégiques prioritaires, c'est mieux. Je pense que c'est hyper important d'adresser le fait que faire des grands chiffres, ok, je comprends, c'est intéressant. Mais par contre, si ça, c'est pas corrélé et si c'est pas cohérent par rapport à vos enjeux stratégiques prioritaires, je pense que c'est une bêtise. Je vais revenir du coup un peu plus en détail sur les mécaniques de campagne et les bonnes pratiques qu'on a pu nous sourcer sur chacune d'entre elles par rapport aux différents enjeux que je viens d'évoquer. Donc le travail sur la notoriété, le travail sur la croissance de communauté, et puis le travail sur tout ce qui va toucher à la conversion et l'acquisition d'une manière générale. Si je prends l'exemple des campagnes de notoriété, si j'essaie de synthétiser, on va dire de manière très brève, l'objectif qu'on cherche à atteindre ici, c'est être le plus visible possible auprès des bonnes personnes. Et j'attire votre attention là-dessus. J'ai pu prendre la parole sur la page LinkedIn à plusieurs reprises à ce sujet. Plus vous allez être précis dans le fait de dresser votre persona, qui est votre client idéal, qui est votre cible prioritaire, plus derrière en publicité, on sera en mesure de travailler les ciblages de manière pertinente. Et attention, ne mettez pas 5 cibles prioritaires, ne mettez pas tous les tranches d'âge avec tous les critères socio-démographiques. Surtout, et je reviens à cette notion que j'évoquais tout à l'heure, si vous avez des budgets qui sont limités. Donc là, je vous invite, en tant qu'annonceur ou en tant que prestataire conseil, à un peu challenger aussi les personnes que vous avez en face de vous sur est-ce qu'on est vraiment précis dans le ciblage qu'on a fait? Est-ce que dans les éléments qu'on remonte à la personne qui sera en charge de faire l'achat média, on a été dans un niveau de granularité suffisant? Ou alors, à l'inverse, est-ce qu'on a le budget pour nous permettre d'essayer d'adresser plusieurs enjeux stratégiques et plusieurs cibles en même temps? Et auquel cas, tant mieux. Derrière, à charge pour nous de mettre en place les bonnes mécaniques de campagne pour que tout ça soit bien travaillé de manière... avec la bonne séquence, on va dire. Mais plus on est précis dans l'enjeu qu'on cherche à atteindre, enfin en tout cas l'objectif qu'on cherche à atteindre et les personnes à qui on s'adresse, plus on est en mesure de faire du bon travail chez nous. Sur la partie campagne de notoriété, quelque chose qu'on a essayé de mettre en place de manière quasi systématique pour nos clients, et c'est plus facile pour nous parce que, comme je le disais, comme on est sur des modalités d'accompagnement global, c'est aussi l'agence qui est en charge de la création de contenu vidéo. Nous, ce qu'on recommande sur le travail de notoriété, c'est de privilégier les campagnes de vidéo. Pourquoi? Parce que c'est un format dynamique avec une audience qui est captive, qu'on a beaucoup de possibilités d'intégration de la marque. Je reviendrai sur quelques exemples juste après. Que potentiellement, on est sur un format avec une valeur perçue et une valeur ajoutée qui est plus importante et qu'on peut adresser des problématiques clients qui sont précises de façon créative. On a beaucoup plus de marge de manœuvre dans une vidéo de 30 secondes que dans une créa statique. Donc nous, ça nous paraît très important de valoriser ce genre de choses. Et en plus de ça, on se rend compte que c'est un format qu'on peut valoriser sur des emplacements aujourd'hui sur lesquels on a des coûts qui sont moins importants que ce qu'on peut observer sur les emplacements historiques sur les différentes plateformes. Je prends un exemple très concret. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on payait quand même la pub sur un emplacement Reels moins cher que de la pub dans le fil d'actualité potentiellement. Donc du coup, l'opportunité pour nous à la fois d'avoir un format qui est plus créatif, qui est aussi qui transmet plus d'informations avec plus de marge de manœuvre sur l'intégration, sur les modalités d'intégration de la marque, sur des emplacements qui nous coûtent moins cher. Donc voilà pourquoi on a cette recommandation-là. Je parlais juste avant des vanity metrics. Je trouvais intéressant, par exemple, d'illustrer ça avec un exemple concret sur les campagnes de notoriété. Souvent, ce qu'on voit remonter, comme sur ce type de campagne de vue de vidéo, la métrique la plus simple, c'est de remonter le nombre de vues qu'on a pu faire. Mais ce qui est important de savoir, c'est en fonction des plateformes, comment sont décomptées les vues en question. Souvent, on va être sur des vues qui sont des vues de vidéo à 3 secondes. Et est-ce que c'est la métrique la plus pertinente, surtout sur des plateformes où l'autoplay est devenu la norme, c'est-à-dire que la vidéo se lance tout seul dans le fil d'actualité des utilisateurs? Je suis pas sûr. Moi, ce qui me paraît important pour jauger les performances d'une campagne, aussi bien sur est-ce que la créa qu'on a poussée était la bonne, et est-ce que l'audience à laquelle on s'adresse est intéressée par ce qu'on lui donne à voir, c'est de prendre des indicateurs qui sont plus qualifiés. Le nombre de vues à 75, à 90, à 100%, l'évaluation du taux de complétion,
Du coup, le corollaire de ça, c'est la déperdition qu'on va avoir sur les formats qu'on peut être amené à pousser. Tout ça, ça va nous permettre d'évaluer sur le fait de savoir si ce qu'on pousse, c'est le bon contenu, et ce contenu-là, est-ce qu'on le pousse aux bonnes personnes, donc est-ce qu'ils le consomment de manière active. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Je vous ai mis quelques exemples de campagnes qu'on peut être, enfin de contenus qu'on peut être amené à valoriser dans les campagnes publicitaires qu'on fait sur le travail de la notoriété. Et je trouvais intéressant d'avoir ces différents exemples-là parce que, par exemple, je prends le premier exemple, les recettes de Mamgo's, qui sont des contenus qu'on fait pour notre client Armand Delis. Là, on voit que la présence de la marque, elle est assez discrète. On ne valorise pas forcément le produit en lui-même tel qu'il est commercialisé ou tel qu'on peut le retrouver en grande distribution. On est plus sur le travail autour d'un univers de marque, la valorisation du patrimoine breton, de la gastronomie, on va dire, bretonne, qui est cohérent par rapport au positionnement de la marque et qui nous permet d'élargir un peu l'éventail des prises de parole. Et puis on voit que la marque Armand Delis, elle est présente sur ce petit bol breton au départ, de façon assez créative, assez subtile. Et on trouvait ça intéressant que la marque soit quand même présente dans le format en introduction, plutôt que d'avoir un gros logo qui arrive au début ou à la fin de la vidéo. Après, on va avoir des contenus qui sont des contenus à forte valeur ajoutée, comme on peut en faire pour un certain nombre de nos clients, qui vont être des vidéos recettes. C'est des contenus qui marchent très bien. On a beaucoup d'enregistrements sur des plateformes comme Instagram, par exemple, on a des taux de complétion qui sont assez élevés. Ça génère pas mal d'interactions, que ce soit en termes de partage ou en termes de nombre de commentaires. Donc là, l'objectif qui est d'être visible et de commencer aussi à susciter l'interaction de la communauté qu'on cherche à toucher est rempli. Et un autre format qu'on trouve assez intéressant aussi, c'est tout ce qui va être micro-trottoir. Pourquoi? Parce que là, on a l'opportunité de valoriser le consommateur de manière indirecte avec un effet miroir qu'on trouve assez intéressant qui est de dire les personnes que je cherche à m'adresser sont des personnes de ce profil-là. Pourquoi est-ce que je ne créerais pas un contenu où derrière, indirectement, ce que je renvoie au consommateur qui va voir passer ce contenu, c'est les gens comme toi consomment des produits comme ceux qu'on commercialise. Ou en tout cas, les gens comme toi sont intéressés par les sujets qu'on aborde sur nos différents réseaux sociaux. Et donc là, on a un biais psychologique, entre guillemets, sur lequel on capitalise, qui est un peu intéressant et qui se rapproche un peu de ce qu'on pourrait avoir sur le travail autour de la preuve sociale. Quelques datas sur les sponsors de ce type de contenu pour vous montrer concrètement qu'est-ce que ça génère comme résultat. En moyenne, sur tous les formats qu'on sponsorise nous à ce niveau-là, et donc là, c'est des vidéos qui durent en moyenne 30 secondes et ces chiffres-là sont des datas collectées sur la base de 51 millions d'impressions générées depuis le 1er janvier 2022. On est sur un coût par vue à 95%, donc une audience qui est quand même assez captive, on va dire un taux de complétion qui est quand même assez élevé, un coût par vue de vidéo à 95%, pardon, qui est à peine plus d'un centime. On a un coût par vue à 75% qui est légèrement inférieur, mais ça c'est normal. Un CPM moyen qui est relativement bas de l'ordre de 1,37 € et un coût moyen par engagement qui est autour de 10 centimes. Donc on est plutôt pas mal. Un coût par clic quand on valorise ces formats-là sur des campagnes de trafic qui est aussi relativement faible de l'ordre de 37 centimes. Si je prends le deuxième objectif stratégique, entre guillemets, qu'on a évoqué juste avant, qui est la croissance de communauté, là, on va avoir un travail qui va être un petit peu différent. L'objectif, concrètement, c'est faire grandir la communauté de la marque sur les différents réseaux de façon qualifiée, mais aussi et surtout avoir un travail autour de la fidélisation, qui me paraît quand même quelque chose d'assez important. La recommandation de Tire-Fesse, ça va être des mécaniques que vous connaissez peut-être déjà, qui vont être de l'ordre de sponsorisation de jeux concours, mais il y a des plateformes sur lesquelles on peut traiter le sujet de la croissance de communauté de façon un petit peu différente, notamment par exemple en sponsorisant des contenus sur Facebook avec des objectifs d'interaction. L'idée étant que derrière, les community managers de Facebook peuvent aller chercher les personnes qui ont interagi avec un contenu donné et les inviter à liker la page. Donc là, de manière indirecte, on est sur quelque chose que je trouve assez intéressant, qui est de dire on a une ligne éditoriale qui est assez poussée et qui est censée répondre au centre d'intérêt de l'audience qu'on cherche à toucher. On leur pousse du contenu qui normalement est du contenu qualifié par rapport aux thématiques qui les intéressent. On les incite, on essaie de susciter le maximum d'interactions possible. Et en fait, le travail sur la croissance de la communauté se fait dans un deuxième temps à travers le travail d'animation de la communauté que font les CM au quotidien. Et après, une autre campagne qu'on a pu tester qui marche plus ou moins bien en fonction de la marque et de l'audience à laquelle on s'adresse. C'est aussi des campagnes, par exemple, sur des emplacements en story ou sur des formats vidéo assez courts, avec une proposition de valeur qui est très claire, de l'ordre de rejoins la communauté de la marque X, tu retrouveras sur notre compte des jeux concours, des vidéos recettes, etc., avec un call to action qui renvoie vers le compte de la marque en question et qui incite à s'abonner.
Un petit mot qui me paraît important quand même, qui là est presque plus d'ordre logique et moins en lien avec la publicité, mais quand on est sur des mécaniques type sponsorisation de concours, pensez à bien choisir des lots pour que ce soit cohérent par rapport au public cible et aux valeurs de la marque. Pas hésiter à capitaliser sur le co-branding, c'est-à-dire aller chercher des marques affinitaires avec des univers qui sont cohérents par rapport aux vôtres. Et quelque chose qu'on a constaté pour l'ensemble des marques avec lesquelles on travaille, un lot plus cher ne veut pas dire de meilleurs résultats. Donc réfléchissez plutôt à avoir des lots pertinents plutôt qu'à avoir des lots qui en valeur perçue seraient plus élevés, puisque les résultats, y compris en publicité, ne sont pas meilleurs. Un petit warning là-dessus d'ailleurs, on observe depuis le début de l'année quelque chose qui est assez intéressant, qui est quelque chose qu'on a appelé chez Tirefest la prime au jeu concours, entre guillemets, à savoir que sur ce type de mécanique de campagne, il ne faut pas s'étonner si on paye les interactions plus chères, parce qu'en fait, je pense que la plateforme fait payer le fait qu'on suscite de manière, entre guillemets, artificielle ou gamifiée des interactions autour d'un contenu donné. C'est pas anodin, puisqu'on observe des fois des coûts pouvant être jusqu'à 2,5 fois plus chers par interaction que ce qu'on pourrait avoir sur des sponsorisations de contenu autres que les jeux concours. Donc c'est pour ça que la mécanique que j'évoquais tout à l'heure, de sponsoriser du contenu pour générer de l'interaction et ensuite que les CM aient initié un travail auprès de la communauté qui a manifesté un intérêt pour le contenu qu'on a sponsorisé, peut être intéressant. Sur les campagnes d'acquisition, que ce soit de la génération de leads ou de la conversion sur site e-commerce, l'acquisition, ça reste quand même la mécanique la plus complexe à mettre en œuvre. Ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure. Là, ce qu'on demande à l'utilisateur, c'est quand même beaucoup, en termes d'engagement, c'est beaucoup plus poussé que ce qu'on peut être amené à demander dans le cadre de mécaniques, des mécaniques qu'on a évoquées tout à l'heure, comme le travail autour de la notoriété ou le travail autour de la croissance de communauté. Donc c'est normal qu'on observe aussi des coûts qui soient plus élevés. Un fait marquant ces derniers mois, la place de plus en plus importante que prend l'UGC, donc User Generated Content dans les campagnes d'acquisition. C'est pas une métrique qu'on a remontée nous, c'est quelque chose qu'on a vu passer sur un baromètre, mais qui se vérifie aussi de notre côté, qui y a un taux de clic qui est quand même 33% plus important quand on valorise du contenu créé par des utilisateurs plutôt que du contenu créé par la marque dans ce genre de campagne. Donc c'est intéressant à garder dans un coin de la tête. Moi, ce que j'en retiens de ça, de cette métrique-là, c'est que les consommateurs veulent de l'authenticité et ils veulent pouvoir se projeter aussi. L'UGC, pour nous, c'est un bon moyen de capitaliser sur un biais psychologique qui est la preuve sociale, mais c'est aussi et surtout un bon moyen de valoriser vos clients ou votre communauté existante. Et moi, je trouve ça assez intéressant aussi en termes de positionnement de marque, de dire les mieux placés pour parler de vos produits, c'est nous. Donc, alimentez-nous en contenu et on sera ravis de valoriser ce contenu que vous allez pouvoir faire sur ce que vous pensez de nos produits. L'enjeu ici, c'est de réussir à trouver comment inciter les clients existants, entre guillemets, ou votre communauté à créer du contenu que vous pourrez ensuite valoriser dans le cadre de vos campagnes publicitaires. Je vous ai mis quelques exemples de contenu qu'on peut être amené à valoriser dans ce type de campagne. Il y a des choses assez classiques comme de l'unboxing ou des choses comme ça, mais ça peut être intéressant aussi d'avoir du retour d'expérience. Là, c'est vraiment en fonction de votre produit. Je vous laisse juger, en tout cas, je vous laisse juger du contenu le plus pertinent à valoriser, mais concrètement, en termes de contenu, voilà ce à quoi ça pourrait ressembler. Je voulais revenir sur une petite case study qui était assez intéressante sur les campagnes d'acquisition sur site e-commerce, qui est ce qu'on a pu faire pour la marque Brest Club, avec qui on a travaillé pendant quasiment 2 ans sur le développement de leur site e-commerce, avec un enjeu qui était quand même assez important, qui était de réussir à faire du site e-commerce le canal de vente principal de la marque, entre guillemets, surtout au moment du Covid. Et puis après, l'idée, c'était de continuer à accélérer le développement qu'on avait initié à ce moment-là, avec une marque qui était historiquement présente plutôt en physique, en point de vente physique, avec 3 boutiques en propre et puis un réseau de revendeurs plus sur la Bretagne au départ et puis après dans le Grand Ouest. Ce qu'on a mis en place assez classiquement, la pub, c'est un peu quand même par essence ou par définition l'endroit où on fait du test and learn à plus ou moins grande échelle en fonction des ressources qu'on a et des choses qu'on a valorisées. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est évidemment tester des créatives à grande échelle avec différents types de formats, statiques, dynamiques, les produits de manière isolée, en capitalisant sur ce qu'on avait pu identifier comme étant le best-seller de la marque, mais aussi des carousels avec des sélections de produits assez spécifiques. Et puis après, itérer sur des options de ciblage. Ce qui était intéressant dans le cas de Brest Club, c'est qu'on partait entre guillemets de zéro avec déjà un peu de data propriétaire à valoriser sur un portefeuille, enfin sur une base de données clients existantes. Il y avait quand même tout un travail à faire sur le ciblage. Et je reviendrai dessus juste après. Au départ, on a travaillé un peu par triangulation avec un ciblage par centre d'intérêt, concurrent, marque affinitaire, etc. Et puis assez vite, on a envoyé sur tout ce qui était possible de faire en termes d'audience similaire, qui est une fonctionnalité
très puissante qui, très brièvement, en fait, nous permet d'alimenter l'algorithme de Facebook et Instagram notamment, mais c'est des fonctionnalités qui se généralisent aussi sur d'autres plateformes, en lui disant, bah voilà à quoi ressemblent les profils de nos clients existants. L'algorithme agrège les points de données qu'il peut avoir sur l'audience qu'on va lui donner pour l'alimenter, et puis après il va extrapoler pour établir un profil type d'un client idéal, et essayer d'aller chercher dans les utilisateurs qu'il a sur la plateforme des personnes qui pourraient correspondre au profil type qu'on a pu établir juste avant. Donc ça, je vous encourage à creuser si vous n'utilisez pas déjà l'audience similaire, qui est quelque chose d'assez costaud. Un petit point de conseil aussi sur tout ce qui va être stratégie d'acquisition avec des mécaniques de conversion, en particulier quand on est sur des lancements au départ où on n'a pas grand-chose à valoriser, entre guillemets, et on est dans la phase de testing. N'hésitez pas à optimiser pour des événements de conversion qui sont un peu plus en amont du funnel. C'est moins engageant d'optimiser, enfin c'est moins compliqué d'optimiser pour de l'ajout au panier, c'est moins compliqué de générer un volume d'événements de conversion suffisants pour permettre derrière d'avoir de la data à valoriser quand on est sur une action moins engageante dans le parcours d'achat tel que l'ajout au panier. Et puis après, au fil de l'eau, plus vous allez avoir de données à valoriser, plus vous aurez de recul sur les performances de vos campagnes, plus vous pourrez optimiser pour les conversions qui sont en aval du tunnel de vente, telles que l'achat. Je vous ai mis quelques métriques sur des résultats qu'on a pu générer sur la fin d'année 2021, qui est toujours un gros temps fort commercial pour la marque, les fêtes de fin d'année. De mémoire, c'était les chiffres de novembre ou décembre 2021, mais qui était, point important, post-mise à jour iOS 14, donc sur quelque chose, un écosystème qui ressemble globalement à celui dans lequel on évolue aujourd'hui sur les plateformes, avec 20 000 € de CA générés en 30 jours, un ROAS, donc un retour sur le montant investi qui était de l'ordre de 5, et un taux de conversion sur le site internet pour les campagnes publicitaires qui était autour de 10%. J'évoquais tout à l'heure la notion de ciblage. J'ai essayé de schématiser un petit peu ce à quoi ça pourrait ressembler, et ça me permet d'introduire un point sur lequel je reviendrai un peu plus tard, qui est l'importance de la donnée propriétaire pour les entreprises aujourd'hui, dans un monde où le tracking et la collecte de data est quelque chose qui devient de plus en plus compliqué. Plus vous serez en mesure de récupérer, de collecter de la donnée et de valoriser ces données dans le cadre de vos campagnes publicitaires, des données dont vous êtes propriétaire, concrètement nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone, etc., mieux vos campagnes performeront. Mais il y a un travail qui, pour nous, s'est fait plus ou moins en 2 temps et demi, on va dire, sur le cas de Best Club. Au départ, de partir sur des ciblages par centre d'intérêt qui va être aller cibler les concurrents qu'on peut réussir à trouver sur la plateforme, aller cibler des marques affinitaires qui sont sur des univers de produits qui sont pertinents et qui sont similaires à celui de la marque que vous représentez. Et puis après, dès que c'est possible, passer assez rapidement sur la valorisation des données propriétaires, comme je l'évoquais juste avant, notamment à travers tout ce qui va être audience similaire, mais aussi tout ce qui va être campagne de retargeting. Plus vous serez en mesure de rassembler de la data, plus vous serez en mesure de valoriser cette data par la suite. Je l'ai évoqué en passant, dans un monde post-mise à jour à iOS 14, donc pour ceux qui n'ont pas trop suivi ce qui s'est passé avec iOS 14, 14.5 et les mises à jour ultérieures, c'est en gros un mouvement de fond qu'on observe et qui, je pense, va généraliser pas mal dans les mois et les années qui viennent, qui est l'anonymisation des données et la possibilité offerte aux utilisateurs d'accepter ou non que leur data soit collectée. Par rapport à cet écosystème qui est en train d'évoluer, je pense qu'il est primordial pour toutes les marques qui souhaitent faire de la publicité sur les réseaux sociaux d'une manière générale, quelle que soit la plateforme, de réfléchir à la collecte et à la valorisation des données propriétaires, donc ce que j'évoquais tout à l'heure, tout ce qui va être notamment adresse email ou pas que. Je pense que ce sera aussi valable, y compris pour les marques qui sont pas direct to consumer, mais qui sont tributaires d'intermédiaires dans leur circuit de commercialisation, puisque de toute façon, plus vous aurez de données propriétaires, plus vous serez en mesure d'aller toucher directement le consommateur dans tout ce que vous allez mettre en place en termes d'action de communication et marketing. L'idée étant vraiment de limiter la relation de dépendance aux plateformes sur le long terme pour être, entre guillemets, le plus autonome possible. Si le budget que vous avez est suffisamment conséquent, il est pertinent de se poser la question de savoir la place qu'occupe la publicité aux différents stades de votre parcours client. Si vous ne l'avez pas matérialisé, ce parcours client, je vous incite à le faire, même si normalement c'est quelque chose que vous avez, sur lequel vous avez déjà dû bien réfléchir. Et l'idée, c'est par rapport aux objectifs et aux mécaniques qu'on a évoquées juste avant, comment la publicité peut venir s'insérer aux différentes étapes du parcours client pour venir être complémentaire de tout ce que vous allez mettre en place ailleurs. Je vous ai donné un exemple de ce à quoi ça pourrait ressembler, avec un travail qui va
des audiences froides, donc les gens qui ne connaissent pas votre marque, qui ne sont pas familiers avec vos produits, jusqu'à des audiences chaudes qui sont des gens qui sont soit sur le point d'acheter, soit clients existants et comment vous pouvez continuer à travailler ce vivier en tout cas de clients existants grâce à la publicité. Et donc ça m'a permis aussi de matérialiser la place qu'occupe chaque mécanique de campagne et chaque objectif aux différentes étapes du parcours d'achat de vos clients. Donc le travail sur la notoriété au départ, avec ce que j'évoquais tout à l'heure, par exemple des campagnes de vues vidéo, puis après on travaille sur la croissance de communauté pour valoriser tout ce qui va être mis en place en termes d'efforts et de ressources investies dans le fait que vous alimentez vos contenus, vos réseaux sociaux au quotidien avec des contenus qui sont pensés pour aller toucher votre cible. Donc là, j'ai mis l'exemple des sponsors de concours, mais ça fait écho à tout ce qu'on s'est dit juste avant sur ce qu'il était possible de faire en termes de campagnes qui visent à favoriser la croissance de la communauté. Et puis après, on va avoir en bas de l'entonnoir tout ce qui va être un petit peu plus engageant pour l'utilisateur, à savoir aller sur votre site internet, renseigner une adresse mail pour accéder à un lead magnet ou bénéficier d'une offre commerciale, voire acheter directement sur votre site quand vous êtes dans des enjeux de commercialisation sur les sites e-commerce. Et puis tout en bas, on a le travail sur l'audience personnalisée avec l'utilisation de vos données propriétaires. Je vous montre une petite case study qui nous paraît intéressante aussi et qui illustre ce que nous, on peut être amené à faire pour les campagnes avec lesquelles on travaille et qui ne commercialisent pas leurs produits directement aux consommateurs, mais qui sont tributaires d'un réseau de commercialisation avec des intermédiaires, qui sont des choses qu'on essaye de faire et sur lesquelles on a plutôt des bons résultats, qui sont des campagnes direct to store. Je vous ai mis un exemple de campagne réalisée pour un de nos clients qui avait un objectif qui était assez simple et assez précis, rappeler aux membres de notre communauté ou aux gens qui ont vu et interagi avec le contenu de la marque au cours d'une période donnée, souvent les semaines précédentes ou les mois précédents, que les produits qu'on leur a présentés dans les contenus qu'on a sponsorisés précédemment ou dans les contenus avec lesquels ils ont interagi par le passé sont disponibles près de chez eux. Donc là, la mécanique, c'est assez simple, c'est de dire, au cours des derniers mois, on a mis pas mal d'efforts, que ce soit en organique ou avec la publicité, pour faire en sorte de créer du contenu qui soit pertinent, qui répond aux attentes de notre cible et qui valorise les produits de manière créative. Il y a des gens qui ont interagi ou qui ont vu passer ce contenu. Comment maintenant on peut leur faire comprendre que les produits qu'ils ont vus dans les contenus qu'on leur a présentés sont disponibles près de chez eux. Et donc là, l'idée, c'était vraiment d'avoir une vidéo assez simple au format portrait. Du coup, là, je reviens à cette idée de valoriser les emplacements sur lesquels on a les meilleures performances publicitaires. Donc à l'époque, c'était les emplacements Reels et les emplacements et la diffusion en story, avec une diffusion qui est sur une zone géographique donnée, qui correspond à un rayon autour des magasins dans lesquels la marque est présente. Donc là, c'est intéressant aussi de voir ce qu'on peut faire en termes de granularité d'audience et de se dire que si on a des enjeux de distribution, on n'est pas présent partout et on veut vraiment faire en sorte que quand on a une communication qui est un petit peu plus commerciale, un peu plus transactionnelle, de faire en sorte d'être visible auprès de personnes qui peuvent effectivement être clients de la marque et pas de se dire c'est dommage de montrer quelque chose qui pourrait donner envie aux gens et qu'en fait, quand ils veulent se procurer le produit n'est pas disponible chez eux. Donc là, on a vraiment un travail autour du ciblage géographique. Et l'idée, quand c'est possible, d'avoir un renvoi vers une ressource qui leur permettrait de situer le magasin le plus près de chez eux pour essayer de faciliter au maximum le processus d'achat du client qui, à un moment, va voir passer nos vidéos recettes, va voir passer la vidéo qui nous dit que le produit est dispo près de chez lui, qui serait enclin à tenter le coup et à dire tiens, c'est vrai que la recette qu'on m'a montrée, je la trouve intéressante, j'ai envie d'essayer ce week-end avec les enfants. Où est-ce que je peux me procurer le produit? Je vais voir sur le store locator. Et là, du coup, j'ai, entre guillemets, essayé d'éliminer autant que possible la friction qu'on pourrait avoir sur le process de vente et puis utiliser les réseaux sociaux pour ce dernier maillon, entre guillemets, du parcours d'achat qui n'est pas toujours évident à adresser en communication, en marketing, qui est comment je fais en sorte que les gens aillent en magasin se procurer le produit. Je vous ai mis quelques statistiques sur les résultats qu'on a réussi à générer sur cette campagne. On a un coût par vue à 100% qui est de l'ordre de 5 centimes, un taux de clic moyen qui est de 44%, un CPM qui est de 2,27, un coût moyen par engagement qui est de 1 centime, excusez-moi, et un coût par clic moyen qui est de 35 centimes. Un point qui est important à se rappeler, et ça me permet d'introduire une notion que je vais évoquer juste après, un point qui est important à se rappeler dans le cadre de cette campagne en particulier, c'est qu'on avait des contraintes en termes de ciblage géographique qui étaient très poussées puisque la marque n'était pas du tout distribuée sur l'ensemble du territoire français, mais bien sur un certain nombre de communes précises sur le Grand Ouest. Donc là, on a vraiment contraint l'algorithme dans le cadre de la diffusion de la campagne, ce qui explique que les coûts soient un peu plus élevés que ce que j'ai pu évoquer juste avant.
J'en profite pour vous parler un petit peu des indicateurs de performance à suivre qui nous paraissent en tout cas être les indicateurs de performance cohérents par rapport aux enjeux, aux mécaniques de campagne qu'on a évoquées juste avant. Et je vous ai mis là pour info les objectifs qu'on se fixe en interne chez Tirefest. On estime que les campagnes performent bien quand on est en dessous des indicateurs de performance que vous voyez figurer sur cette slide. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus parce que c'est un peu stérile et c'est un peu abstrait, mais au moins comme ça, si jamais vous avez besoin de références, que ce soit en interne ou en externe pour communiquer avec votre agence partenaire, vous avez le benchmark qu'on se fixe nous. Vous savez quels sont les objectifs qu'on se fixe en tant qu'agence. Donc comme ça, vous pourrez y revenir un peu plus tard si ça vous paraît pertinent. J'arrive à la fin, j'ai mis plus de 15 minutes, je m'y attendais, j'ai été assez vite. J'espère que je ne vous ai pas noyé sous les informations et que ça vous aura quand même été utile. Mais si j'essaye de vous donner quelques petites informations qui me paraissent pertinentes, attention, plus vous chercherez à contraindre l'algorithme, que ce soit, comme je l'évoquais juste avant, sur une zone géographique de diffusion précise, sur des ciblages avec des critères cumulatifs ou des exclusions qui sont très importantes, qui font que du coup vous arrivez à des tailles d'audience qui sont assez restreintes, mécaniquement, les coûts de vos campagnes seront plus élevés. Je dis ça notamment parce que je viens d'évoquer la question des indicateurs de performance. Si vous êtes sur des zones si vous êtes sur des tailles d'audience très petites, forcément l'algorithme aura moins de marge de manœuvre pour optimiser la diffusion et donc vos coûts seront plus élevés. Autre chose qui est un point important à se rappeler selon moi, toutes ces plateformes, que ce soit TikTok, Pinterest, YouTube, Facebook, Instagram, sont des plateformes qui fonctionnent avec des systèmes d'enchères. C'est des régies publicitaires qui fonctionnent avec des systèmes d'enchères. Donc, ça veut dire que l'activité des autres annonceurs sur la plateforme et le contexte global influent les performances de vos campagnes d'un point de vue très opérationnel. C'est des écosystèmes qui sont dynamiques, c'est-à-dire que c'est des écosystèmes qui changent en temps réel. Et l'activité de vos concurrents, notamment, aura forcément une influence sur les performances de vos campagnes de manière très précise. Le volume global investi sur la plateforme à un instant T, le niveau d'enchère auquel vos concurrents sont prêts à monter pour avoir les mêmes résultats que vous, va forcément impacter les performances de vos campagnes. Je prends un exemple très concret. Tous les ans, pendant le dernier trimestre, on a une hausse structurelle des coûts qui correspond au fait que les fêtes de fin d'année sont des temps forts au niveau commercial pour la quasi-totalité des marques. Et que du coup, il y a un niveau d'investissement sur la plateforme qui est beaucoup plus important que le reste de l'année et que du coup, mécaniquement, le niveau d'enchère augmente. Donc, pour atteindre le même résultat que ce que vous aviez 2 ou 3 mois auparavant, ça va vous coûter plus cher. Un moyen d'essayer de limiter la casse à ce niveau-là et de contourner ça, c'est de travailler un petit peu toute l'année pour essayer d'avoir le plus de data, on va dire, clean à valoriser au moment critique des temps forts commerciaux. Mais c'est aussi, et c'est quelque chose qui est hyper important et qu'il faut garder en tête, l'enjeu pour les plateformes, c'est de proposer à l'utilisateur l'expérience utilisateur qui soit la plus agréable possible. C'est pour ça qu'il y a des notions telles que les diagnostics de performance ou le diagnostic de qualité sur les campagnes et les contenus que vous pouvez être amené à diffuser. Et c'est aussi pour ça que dans les exemples que je vous ai montrés, vous avez peut-être pu voir que la marque est entre guillemets au second plan. On n'est pas sur des campagnes qui ont vocation à être ultra transactionnelles, mais plutôt sur la diffusion de contenu avec une forte valeur ajoutée pour l'utilisateur final, parce que ce sera mieux, ça s'intégrera mieux dans l'expérience de navigation de l'utilisateur sur la plateforme, et ce sera forcément plus qualitatif et mieux valorisé par l'algorithme, parce que derrière, le signal que ça renvoie, vous allez réussir à générer plus de taux de complétion sur vos vues, plus d'interaction avec vos contenus parce que c'est des contenus qui sont plus qualitatifs, qui sont plus en phase avec les problématiques clients et moins dans une optique transactionnelle. Du coup, tous ces signaux positifs, ça va remonter dans l'algorithme. Et pour vous expliquer très concrètement comment ça se passe, si à un moment, vous êtes 2 annonceurs qui sont en compétition pour être diffusés sur le même emplacement publicitaire auprès de la même personne, si historiquement, vos campagnes sont plus qualitatives que celles de votre concurrent, vous allez pouvoir vous positionner sur des emplacements entre guillemets premium ou de façon prioritaire à des coûts qui sont moins importants parce que l'enjeu de la plateforme, c'est certes de gagner de l'argent, mais c'est surtout de proposer une expérience de navigation, une expérience utilisateur qui soit la plus fluide et la plus agréable possible. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à réfléchir à la teneur des contenus que vous allez diffuser et pas exclusivement aux critères très techniques de ciblage qui ne constituent qu'une partie de l'équation. Et je pense qu'on est arrivé au bout.
Donc merci à ceux qui sont restés là, même si j'ai tenu plus de 15 minutes. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'essaie de voir les commentaires. On en a eu ou pas? Pas de questions. Pas de questions. Ok, très bien. Et bien, si on n'a pas de questions, c'est soit que j'ai été très clair, soit que j'ai été particulièrement assommant. J'espère que c'est plutôt la première option. J'espère que c'était intéressant. J'espère que vous avez appris des choses. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout, malgré le fait que j'ai tenu un peu plus de 30 minutes. Je suis désolé de ne pas avoir tenu ma promesse de vous apprendre à tout casser en socialise en 15 minutes. Et j'espère que vous en retirerez quelque chose et que ça vous servira dans le déploiement ou la réflexion sur vos stratégies sociales AD 2022. Je reste connecté 2-3 minutes s'il y a des gens qui veulent poser encore quelques questions. Et puis sinon, j'ai plus qu'à vous souhaiter avec un peu d'avance un très bon appétit. Et pour ceux qui partiront en vacances ce soir, de très bonnes vacances. Merci à tous. Normalement, je suis en mute. Bon, on va laisser 3 minutes, et puis de toute façon, je vois que les gens se déconnectent. Sinon, là,